Bonjour les amis et plumophiles bien entendu. Alors qu'allons-nous étudier aujourd'hui? Eh bien c'est la suite de notre première étude qui était la numéro 12, consacrée au train sur pneumatique propulsé par accumulateur. C'est ce que j'ai appelé le projet APAC. Alors il n'y a pas de projet en cours, en tout cas je ne le connais pas, sur cette conception en tout cas. À l'étranger, ça je ne sais pas, possible, hein. Et puis, basé donc sur trois idées qui ont fait leurs preuves. Alors moi personnellement je suis toujours hostile à réinventer l'eau chaude, c'est une perte de temps, une perte d'argent, et il faut toujours utiliser bien ce qui a existé, ce qui a fait ses preuves, et puis c'est une source d'économie et de gain de temps évidemment. Alors cette synergie est basée en premier sur l'idée de Paul de Coville, je l'ai abordé un petit peu dans la précédente étude, qui était la voie de 0,60 m. Ça date de 1875, et l'idée donc était toujours de faire simple, économique, pouvant être utilisé rapidement. Alors ça a été un grand succès mondial, bien sûr. La deuxième idée, eh bien, c'est celle de François Michelin, de la société Michelin à l'époque, on est en 1920, et qui était d'utiliser un pneumatique de peu de largeur roulant sur le champignon de rail. Alors je rappelle que le champignon du rail, un rail type Vignol, hein, c'est-à-dire ce qu'on utilise aujourd'hui, à l'époque ils étaient un petit peu moins gros, et donc ils roulent sur ce champignon de rail. Alors, ce qui fait qu'évidemment, il y a une portée qui est quand même très limitée. Ça, voilà, ça c'est le problème. Ça nécessitait donc une augmentation du nombre de roues, ça on le verra après. Et puis la troisième idée, ben, c'est de rendre la rame autonome en utilisant des batteries modernes de type, par exemple, lithium-ion ou autre chose. Alors, est-ce que, dans le principe, dans l'idée, est-ce que la traction électrique appliquée au chemin de fer, hein, je parle, est récente? Non. Alors, on l'a vu pour l'automobile, hein, il y en a eu quand même, fin 19e siècle, je dirais, un essor assez important, dont la fameuse Jamais Contente, 105,8 km/h, si ma mémoire est bonne, et nous sommes en 1899. Alors, il y a déjà eu, vers 1910, une grosse application par la construction de 280 motrices sur batterie. 280 motrices, c'était des batteries fer-nickel, c'est-à-dire en gros 80 watts par kilo. C'est déjà le double de la batterie plomb-acide. Enfin, ça reste quand même limité. Gros avantage de ces batteries, c'est-à-dire que il y a guerre de vieillissement, puisqu'on en a remis en service qui avaient 40 ans, 50 ans. Bon, alors on ne va pas rentrer dans le détail, on aura l'occasion d'en revoir dans d'autres études. Ensuite, on a eu en 1914 l'exposition de Lyon, avec le petit train de Deauville, c'est-à-dire que Paul de Deauville en a profité, bien évidemment, des grandes manifestations internationales pour faire valoir sa conception. Alors il posait donc ces petites voies qu'il appelait porteurs tout en fer, c'est-à-dire qu'il y avait les deux rails, donc petits rails, hein, c'était haut comme ça, avec un petit champignon bien sûr, et avec un locotracteur électrique à batterie, et des petits wagons pour transporter les gens entre les différentes zones de l'exposition universelle. Ça, c'était un très grand succès, enfin universel, l'exposition de Lyon. Je crois qu'il l'a refait à Paris aussi au niveau du Jardin des Plantes, enfin il y en a eu beaucoup. Et puis ensuite est arrivée la guerre de 14-18, où là ça a été absolument, je dirais, le grand démarrage, enfin plus que le grand démarrage, puisque l'avantage, entre guillemets, comme quoi des fois les guerres ça sert un petit peu à quelque chose, eh bien, c'était de pouvoir amener d'une manière économique et relativement rapide les munitions, enfin tous les besoins quasiment au front. Alors si la voie de 0,60 m venait d'être démolie pour bombardement quelconque, bon, c'était guère un problème, on enlevait les morceaux, et qui étaient des éléments de 3 à 4 mètres, pouvant être transportés à dos d'homme, pardon, peut-être des ânes aussi, ou des mulets plutôt à l'époque, énormément de mulets.
Et donc, on rebouchait le trou, on le tassait, et puis on remettait de la voie, et c'était reparti 2 heures après. Donc ça, c'est énorme. Donc, on ne va pas refaire aujourd'hui des voies de 0,60 m, c'est simplement l'idée. Faire simple, rapide, économique. Et puis donc les batteries modernes, on vient de le voir. Alors, donc aux États-Unis, 280 motrices sur batterie fer-nickel, déjà à l'époque, avec récupération d'énergie, ce qui veut dire que, bon, c'était pas par électronique, c'était je suppose des contacteurs, donc clic-clac, clic-clac, clac, suivant la charge. Bon, la charge, c'est-à-dire traction ou freinage, récupération. 28-32 places, vitesse moyenne 24 km/h avec les arrêts. C'est déjà pas si mal, hein, quand même. Hein. Ensuite, il y a toutes les motrices de mine. Bien sûr, dans une mine, en particulier les mines de charbon, il y a le risque de grisou, c'est-à-dire de méthane. Et ça plaisante pas. Donc, on va pas mettre des engins à moteur thermique. Bon, en dehors de la pollution, mais ce serait trop dangereux. Donc en général, des locotracteurs avec des moteurs courant continu, qui est un moteur robuste et avec un couple de démarrage très très important. Les usines chimiques, évidemment. Alors la propulsion de ce projet APAC, c'est-à-dire automoteur sur pneumatique propulsé par accumulateur. Eh bien, si on utilise le lithium-ion, on est à 250, 270, 280 watts par kilo. C'est pas mal, c'est quand même pas mal. Avec les inconvénients et puis les avantages des batteries lithium-ion. Bon, on les a déjà vus au niveau du véhicule électrique, on va pas à nouveau revenir là-dessus. Ensuite, on a aussi une autre possibilité, mais qui est moins performante, puisque nous sommes qu'à 120 watts par kilogramme, qui sont les lithium fer phosphate, LiFePO4, formule chimique, hein, qui sont beaucoup plus sécurisants, recyclage plus aisé, etc. Bon, mais évidemment, on est en dessous même de la moitié du lithium-ion. Ça veut dire que pour une même capacité, eh bien, il faut multiplier la charge par 2, au moins. Après, il y a les fer-nickel, comme autrefois. Ben là, oui, ils sont très bien, hein, mais 80 watts par kilo, peut-être 100 aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça veut dire aussi que pour faire 100 kW seulement, je vous laisse le soin de faire le calcul. Alors, ils ont une grande durée de vie, recyclage très aisé, l'électrolyte c'est de la soude, donc ça gêne pas beaucoup. Hein. Et puis, il y a les autres types d'accumulateurs en développement, évidemment, qui sont les sodium-ion, on en a parlé là aussi au niveau de la voiture électrique, on ne va pas revenir là-dessus. Personnellement, j'y crois beaucoup, ou système similaire, hein, composition similaire, et je suis absolument convaincu que dans les assez court terme, c'est-à-dire dans les 2 ans, 3 ans peut-être qui viennent, les performances se seront nettement améliorées, c'est-à-dire que je pense qu'on pourra être au moins au niveau de la lithium-ion, peut-être au-dessus. Alors évidemment, ça serait très bien, parce que si on arrive à des 300 watts ou 350 watts par kilogramme, bien, c'est la masse qui diminue. En plus, avec un produit, le sodium, c'est pas ça qui coûte plus cher. Hein. Alors, quel est maintenant, à la fin, tout ça se termine par des gros sous. Alors, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut mettre aussi des performances et puis un bilan financier au bout. Ça paraît incontournable. Hein. Alors, si nous considérons une vitesse moyenne de 80 km/h, en campagne, ou en province, disons, je ne pense pas qu'on ait besoin de rouler à 200 ou à 250 à l'heure. Non. 80 km/h de moyenne, c'est-à-dire arrêt compris, ça veut dire des pointes à 110 par exemple, ça me paraît largement suffisant. Donc on va partir sur cette valeur. Alors quelle quantité d'énergie, parce que ça c'est important, pas mélanger la puissance et la quantité d'énergie. Hein. Ce qui nous intéresse, nous, c'est notre quantité d'énergie, ce dont on va pouvoir disposer. Alors, on va partir sur 1200 kWh potentiel embarqué. Alors, ça veut dire que nous aurons en gros 1000 kWh utiles. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, on ne va pas vider les accus complètement. On va laisser 20%, 15-20%. Ensuite, il y a le rendement
des batteries. Pas l'oublier non plus celui-là, il est bon, mais il y a quand même une perte. Alors, nous partons également d'une option de 100 passagers, c'est-à-dire en fait deux autocars. Hein. Donc deux éléments ou deux caisses, voilà, une rame de deux éléments. Ça ne changera pas grand-chose pour 3. Hein. On emmènera simplement 50 passagers de plus et on augmentera la masse des batteries. Voilà. Alors, si nous partons d'une manière péjorative, parce que dans tout calcul, il faut toujours partir, je dirais, d'éléments de données minimales. S'il y a plus, tant mieux, mais mieux partir à moins. 0,25 watts par kilogramme, ça nous fait emmener 4800 kg de batterie pour nos 1200 kWh. Alors, esprit chagrin va me dire, oh là 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 là, 4 tonnes et demie, 4 tonnes 8 de batterie, mais c'est de la folie, etc., etc. Oui, mais ça fait jamais que 2 tonnes 4 par élément. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas le carburant à emmener, il n'y a pas le moteur diesel ou je ne sais quoi à emmener, il n'y a pas les génératrices diesel électriques, il n'y a pas tout ça. Hein. Faut aussi intégrer tout ça. Alors, si maintenant on situe le prix du kilowattheure à 40 centimes, si ça continue comme ça, je pense qu'on y sera assez vite, hein, c'est-à-dire l'année prochaine ou 2027. Pour nos 1000 kWh utiles, ça fait 480 €, c'est-à-dire 4,80 € par passager, à condition que la rame soit complète, et pour tout le trajet. C'est quand même très raisonnable. Alors maintenant, s'il n'y a que la moitié des passagers, évidemment, ça double le prix. Mais non, ça double pas le prix, parce qu'il y a une masse importante de passagers et de bagages en moins. Donc tout ça se recalcule, il faut l'enlever, hein, bien sûr. Et puis, nous avons la récupération d'énergie. La récupération d'énergie, c'est en gros 20 à 25%. Ça ne veut pas dire que nous allons avoir plus d'énergie. Non, ce n'est pas le mouvement perpétuel. Nous allons simplement consommer moins d'énergie. Pour le même trajet, la même dépense d'énergie, eh bien, on va dépenser moins, c'est-à-dire de l'ordre de 20 à 25%. C'est énorme. Alors, si on reste sur nos 1000 kWh utiles, si nous les dépensons en 3 heures, ça nous fait 333 kWh, qui représente 450 chevaux. Quand même pas mal, hein. Et à 80 km/h de moyenne, ça nous fait 240 km d'autonomie. Si maintenant nous acceptons d'avoir des démarrages moins rapides, si on les dépense en 4 heures, ça nous fait 320 km, sur lesquels on va pouvoir ajouter en gros 20%. Et oui, récupération d'énergie. On ne va pas consommer tout le temps et en plus, une fois que le train est lancé, si on prend par exemple l'exemple d'un TGV. Un TGV entre Paris et Lyon n'est en traction, c'est-à-dire à sa puissance, qu'un tiers du temps. C'est tout. Bon, là, on ne va pas être en traction en permanence. Donc tout ça, ça se calcule et on voit qu'on arrive à des autonomies qui sont très intéressantes. Très bien. Alors maintenant, les toitures de ces éléments, de ces caisses, il n'y a rien. Il n'y a pas de pantographe, il n'y a pas de dispositif de refroidissement de je ne sais quoi, il n'y a rien. Donc on pourrait peut-être y mettre des panneaux photovoltaïques adaptés. Alors, très bien. Et on s'aperçoit que en crête, c'est-à-dire il fait un très beau soleil, tout va bien, il n'y a pas de nuages, etc., etc. Et nous considérons 100 watts utiles, alors là encore je me mets bas, 100 watts utiles par mètre carré. Eh bien, nous arrivons en gros à une puissance crête, c'est-à-dire maximale, de 12 kW, 12 000 watts, pour les deux caisses. Mais, évidemment, la nuit, c'est pas terrible. S'il pleut, s'il y a du brouillard, s'il y a des couverts, c'est pas terrible non plus. Donc on ne peut pas raisonner comme ça, on va raisonner sur une puissance annuelle moyenne. Et là, comme pour tous les panneaux photovoltaïques, la moyenne en France, alors elle est meilleure dans le Midi, bien sûr, qu'elle ne peut l'être, je sais pas moi, à Lille, bien sûr. Alors j'ai rien contre les Lillois, hein, oh là là. Non, pas du tout, et j'aime bien. Mais bon, c'est une évidence hein, quand même, faut être sérieux.
Et eh bien, on tombe, ce coefficient, que j'appelle K comme beaucoup de coefficients, mais on appelle aussi un coefficient de charge ou de choses comme ça, on divise par 7,2. 7,2, on va tomber à 1,6 kW en moyenne annuelle. Et puis si on veut calculer la quantité d'énergie dont nous pourrons disposer au bout de cette année, eh bien on multiplie par le nombre d'heures dans une année, c'est-à-dire 8760 heures. Et nous aurons à peu près la quantité d'énergie dont nous pourrons disposer. Et ça, c'est vrai pour tous les propriétaires de panneaux solaires, etc. Ça va nous suffire pour l'éclairage de route, les feux avant, feux arrière, l'éclairage interne, parce que ça ne consomme pas beaucoup, et peut-être à certains moments, eh bien, la clim aussi. S'il fait très beau, bon, ça fera toujours ça de moins sur les batteries principales. Hein, voilà. Alors, qu'est maintenant le remplacement des batteries? En moyenne, si c'est des lithium-ion, 7 à 8 années. Bon, on s'aperçoit que le coût final du remplacement des batteries, de nos 4,8 tonnes de batteries, il n'est pas très significatif par rapport au nombre de passagers transportés. Donc c'est une étude de probabilité, hein, bien sûr, c'est comme tout. Hein. Il n'est pas important. Alors je ne vais pas rentrer dans les calculs parce que sinon on en a pour 2 heures. Hein. Les pneumatiques. Un pneumatique sur un autocar, c'est en gros 400 000, 450 000 km. Des fois plus. Camions qui font par exemple que l'autoroute arrivent à 500 000 km. Alors évidemment, les dessins sont recreusés une fois ou deux, bon, mais là c'est pareil. C'est un impact qui est très faible sur 400, si on part sur 400 000 km, ça ne représente pas grand-chose. Hein. Ensuite, la voie. Alors la voie de roulement. Bien sûr, on n'a pas besoin d'une double voie. Il y a suffisamment aujourd'hui de sécurité à base électronique, à base d'un tas de trucs. Une voie unique suffit, sans qu'il y ait de risque de collision, de choses comme ça. Et ensuite, eh bien, on fait comme on a toujours fait, c'est-à-dire lorsque l'on veut, lorsqu'il y a un croisement, eh bien, on fait une voie de départ au niveau d'une halte ou en campagne pour que deux rames puissent se croiser tranquillement, bien sûr. Alors, le relief. Bien, si on utilise de pneumatique, on a le comportement d'un autocar. C'est-à-dire qu'on peut, on n'est pas obligé de niveler absolument tout. Alors, pour mémoire, un train classique sur roue métallique, et rails métalliques évidemment, en général, enfin en France en tout cas, on ne dépasse guère 40 mètres pour 1000 mètres, 45 mètres pour 1000 mètres, c'est-à-dire 40 ou 45 pour 1000. Ça veut dire aussi que derrière, la charge à emmener, il faut la limiter. Non pas que la motrice ne soit pas capable de tirer, mais si vous avez seulement 4 wagons de 40 tonnes, ça fait 160 tonnes derrière, plus le poids de la motrice, en général si c'est un diesel, pas une 67 000 ou quelque chose comme ça, qui va faire ses 80 tonnes, il faut monter du 40 pour 1000. Hein. Ça se voit par exemple lorsque les convois montent sur la ligne Grenoble-Aix-en-Provence, par la vallée du Buëch. Les diesels, ils sont pleine puissance pour monter. Hein. Luce-la-Croix-Haute, là et par là. Hein. Très belle ligne d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, le relief, gros avantage évidemment du pneumatique. Alors là, et ce qui permet en même temps, évidemment, la base de l'idée, c'est de récupérer les anciennes voies, les anciens ballasts, qui n'ont pas été transformés en voie verte ou en je ne sais quoi. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin. Et si on doit si on doit aménager un morceau de nouvelle voie, eh bien ça n'entraîne pas dans un nivellement complet tel qu'on peut le voir avec les lignes classiques. Ça coûte évidemment beaucoup moins cher. Alors la voie elle-même, c'est-à-dire le support des roues, eh bien on utilise des profilés du commerce ou quasiment, c'est-à-dire il y a deux solutions, soit un profilé de forme U sur lequel va rouler le pneumatique. Alors un pneumatique en moyenne ça fait 35 cm à peu près au niveau du contact, hein, à peu près 35-40.
ou alors un IPE. Alors l'IPE, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un IPN, alors le fer en forme de I, profilé, hein, que l'on utilise pour construire des hangars, par exemple. Mais là, celui-là, il a les ailes beaucoup plus larges, donc pour accepter la largeur du pneu. Nous sommes toujours dans l'idée de Paul de Cauville, mais adapté à une bande de roulement confortable, et non pas sur un champignon de rail qui fait 60 mm ou 70 mm. C'est pas la même chose, hein. Là, c'est confortable. Les traverses, les traverses, c'est pareil, c'est du métallique. C'est boulonné, tout ça, c'est fait en usine, sur éléments de 10, 15 ou 30 mètres ou 40 mètres si on veut faire du convoi exceptionnel. Ensuite, c'est amené directement sur un camion avec une grue, et puis c'est déposé sur le ballast. Le ballast n'a pas besoin non plus d'être quelque chose de tiré au cordeau, au laser, comme par exemple pour les TGV. Non, ça accepte, disons, quelque chose de plus raisonnable, si je peux dire, dès l'instant où il n'y a pas de risque de glissement, il n'y a pas de risque ou de maracanard ou de je ne sais quoi. Enfin, maracanard, c'est-à-dire d'enfoncement. Et ça se pose tout seul. Les raccordements, c'est pareil. Si on pousse un peu le raisonnement, les raccordements entre éléments, doivent se faire en biseau, ce qui permet la dilatation. Et puis quand le pneu passe dessus, on n'entend rien. Il n'y a pas de clac, 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 clac. Il n'y a pas besoin non plus de faire des LRS, c'est-à-dire des longs rails soudés. Parce que c'est encore un autre problème, ça, au niveau soudure, entretien, etc. Hein. Voilà, donc pas de bruit de roulement, en fait c'est celui d'une voiture électrique, hein. En gros, un peu plus. La roue, les roues c'est pneumatique, c'est une roue type, alors je schématise hein, bien sûr, hein, type autocar, mais avec sur la jante un boudin de roue, c'est-à-dire une partie circulaire qui dépasse, comme sur une roue de wagon actuelle, enfin classique. Autrement dit, il n'y a pas de risque de quitter la voie. Le convoi est totalement guidé. À la capacité par essieu, on va brosser un peu tout ça, un poids lourd, la norme c'est 6,5 tonnes maxi par roue à l'avant et 5,5 tonnes à l'arrière. Pour ça que sur les camions de transport, même les autocars, on a des roues jumelées à l'arrière. Alors que nous sommes, alors si on part sur une base de 18 tonnes par élément avec les passagers, il faut qu'on fasse une construction plus légère, et ça aujourd'hui on sait parfaitement faire, c'est pas un problème, hein. 18 tonnes par élément, 36 tonnes pour les deux. Si on a 4 roues, ça fait 5 tonnes par élément. Si on met des bogies, on divise par deux, là, ça devient vraiment très léger, enfin, entre guillemets, et c'est une moindre usure des pneus, moindre déformation des pneus, moindre consommation d'énergie, encore que on va ramener de la masse. Bon, tout ça, ça se calcule, hein. Alors ensuite, les sécurités intempéries. Il y a le freinage type autocar, la pluie, bon, c'est pas vraiment un problème. La neige, alors il y a deux solutions, soit il y a un peu de neige, bon, c'est pas ça qui va nous gêner, problème de l'autocar. Et puis, s'il y a vraiment beaucoup de neige, il y a deux solutions, soit on déneige, ce qui, de toute façon, se fait pour les trains classiques, hein, et il n'y a rien de changé, ou alors on reste au garage, hein, voilà. Et puis alors, s'il y a du verglas, alors le verglas, oui, parce que j'entends esprit chagrin, là, le verglas, c'est pareil, s'il y a 1 cm de verglas sur le profilé, le risque qu'il y a, c'est au freinage, et encore que, c'est pas certain, parce qu'on freine, si on a des bogies, on freine sur un très grand nombre de roues. Enfin, supposons que le convoi glisse, eh bien, il va rester sur sa voie. Les boudins vont l'empêcher de sortir. Et en plus, comme sur les motrices aujourd'hui, eh bien, on a des sablières, c'est-à-dire un tube qui arrive de chaque côté de la roue, qui va nous faire tomber un sable fin. On revient dans le cas du système routier. Bon, petit inconvénient, ça ne marche pas à tous les coups, mais on peut s'arranger quand même pour que ça fonctionne bien, et puis sur le nombre de roues, il y en a toujours qui vont fonctionner. Donc dans tous ces cas, la sécurité est respectée. Voilà. Alors maintenant, si effectivement il y a des intempéries fabuleuses, hein, on reste au garage, ça c'est un peu pour tout le monde pareil. Un incident de pneumatique, ça va pas être grave, bon. Le convoi la roue va rester sur sa jante et toujours guidée par le boudin.
bien sûr. Alors c'est une voie qui se monte et qui se démonte aisément, évidemment. On retombe un peu dans l'idée de Paul de Cauville, là. Il n'y a pas de machine spéciale. Non. Les haltes, on ne va pas reconstruire des gares type Napoléon III, monumentales pour les logements du chef de gare, du sous-chef de garde, enfin je ne sais pas. Non, c'est de la halte type tramway, un peu améliorée, un peu plus grande, et puis voilà. Puis comme de toute façon, l'idée c'est d'essayer, autant que faire se peut, de récupérer des voies déjà existantes, on peut penser que les gares sont déjà là. Si elles n'ont pas déjà utilisé pour autre chose, et j'en connais un certain nombre, malheureusement. Enfin, on dit malheureusement, oui. Alors la ligne générale, ce qu'on va appeler en anglais, n'est-ce pas, le design, moi je verrais très bien type TGV, c'est-à-dire des avants profilés, pointus, ce qui en même temps améliore le coefficient de frottement, bien sûr. Et il faut bien se rappeler que le frottement aérodynamique, c'est le carré de la vitesse. Rouler à 20 mètres secondes, rouler à 40 mètres secondes, c'est pas multiplié par 2, c'est par 4. Bon, alors, évidemment, c'est pas la même chose. Alors, donc ça on a vu la ligne générale, et j'imagine, par exemple, arriver à un ensemble comme ça, avec l'allure un peu d'un TGV, ça va quand même pas être mal. Tout ça pour rouler, je sais pas, dans le Massif central, ou je sais pas où, là. C'est également un système qui est adapté pour la messagerie, c'est-à-dire des petits colis de 25 kg, 30 kg, 35 peut-être maxi. Que fait-on dans les avions? Enfin, certains avions, on enlève les sièges, et puis on fait de la messagerie aussi. Bon, dans des racks, ce ne sont pas des colis qui se promènent comme ça en cabine, bien sûr. Donc, tout ça, c'est tout à fait faisable. Alors, est-ce adapté aux charges lourdes? Non. Pourquoi? Si nous prenons un wagon de chemin de fer, un tombereau, ce qu'on appelle un tombereau, pour mettre des cailloux, du sable, du charbon, enfin ce qu'on veut, masse à vide de 35 tonnes, par exemple, ou 30 tonnes, si la voie est plate, on peut le pousser à la main, ça j'ai déjà vu faire, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que nous avons un coefficient de frottement rail, roue métallique, qui est très faible. Si nous prenons un camion de 35 tonnes, essayons de le pousser à la main, ça m'étonnerait. Voilà. Donc ça veut dire qu'entre deux, il se passe quelque chose, c'est le coefficient de frottement, élastomère, support, c'est-à-dire bande de roulement. Et là, ça varie en gros de 10 à 12, 13. Et c'est pas la même chose. Alors évidemment, on va dire, oui, mais alors là, pour notre projet APAC, là, c'est la même chose. Oui, dans une certaine mesure, oui, mais nous roulons sur une surface métallique, donc on peut penser que déjà, c'est beaucoup plus faible. Ensuite, une surface métallique plate, dressée, bien. Ensuite, ça a d'autres avantages, bien entendu, c'est le freinage et le démarrage. Il n'y a qu'à regarder tous les métros sur pneumatique. Ça marche très très bien. Alors, quels sont les avantages du pneumatique et du projet APAC, donc automoteur sur pneumatique propulsé par accumulateur? C'est le confort. Évidemment, je crois que ce n'est pas la peine de faire des grands discours. La sécurité, accélération, freinage, super. Facilité d'installation de la voie, faible entretien de la voie, je ne sais pas très bien ce qu'on va faire dessus, à mon avis. Faible impact des consommables, on l'a vu, en tout cas limité. Rentabilité financière qui, d'après les petits calculs que j'ai faits, sommaires bien sûr, c'est quelque chose qui est absolument envisageable, et pas au bout de 50 ans, au bout de quelques années. Prix attractif du billet pour le voyageur. Si l'investisseur, quel qu'il soit, qui s'est lancé dans un tel projet sur, je ne sais pas, 50 km, 100 km, enfin, j'en sais rien, a un prix du billet attractif dû au moindre coût de l'investissement et de l'entretien, ça veut dire on peut espérer en tout cas qu'il y aura des clients, qu'il y aura des voyageurs. Dès l'instant où il y a beaucoup de voyageurs, on augmente la rentabilité, on augmente l'intérêt. Il n'y a qu'à regarder les tramways. Les tramways, lorsqu'on a redémarré les tramways en France, parce que la France, en Europe, a été à peu près un des seuls pays à démolir tout pour reconstruire. Ça, c'est très franco-français, on casse, on reconstruit, enfin bon. Et bien, aujourd'hui, tout le monde en veut des tramways dans les grandes villes. Alors qu'au départ, je me souviens très bien, il y a 30 ans, ou 25 ans, oh là là, on va ramener des trains en ville, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Non, regardons aujourd'hui, très pratique.
Parce que le train, ou le tramway, il a sa voie. Il n'est pas comme un autobus où il va rencontrer des tas de voitures qui sont arrêtées, par exemple, sur son cheminement. Bon, ah, je suis très, très médisant en disant ça, c'est sûr que ça n'existe pas. Alors, ça veut dire aussi donc le respect de l'environnement, bien sûr. On ne va pas entendre de train arriver à 1 kilomètre de là. Alors, plus on va vite, plus évidemment ça fait du bruit. Il suffit d'écouter un TGV qui arrive, qui va traverser un petit village ou une petite ville dans la Beauce ou dans la Brie, on l'entend arriver à 2 km, 3 km, genre avion de chasse qui passe, quoi. Plus on va vite avec des roues métalliques sur rail, plus ça fait de bruit. Bien qu'il y ait eu un très grand progrès aujourd'hui au niveau des automoteurs type AGC, c'est-à-dire automoteur grande capacité, quand même des gros progrès. Mais on les entend quand même. Là, que va-t-on entendre? Pas grand-chose, celui d'une voiture électrique, puis ça passe très vite. Alors, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à un redéveloppement économique régional. On peut le penser quand même, hein. Alors, le projet APAC est-il une nouveauté? Non. Alors, à moins que ça soit construit quelque part, c'est possible. Je sais qu'il y a, c'est Alstom, et puis je ne sais plus quelle société allemande, il y a quelques années, ont étudié et construit un automoteur sur batterie, mais toujours sur rail classique. Alors, les métros sur pneumatique, écoutez, ça, il y en a Marseille, Paris, Lyon, Santiago, Montréal, il y en a énormément. Sauf qu'ils ont des roues sur le côté, alors il y a une raison pour ça. Là, non, on est sur boudin. Donc c'est plus simple. Ensuite, alors, la nouveauté, donc, quelle est la nouveauté dans le projet APAC? C'est réunir le pneumatique sur un rail adapté, déjà, et pas sur le champignon du rail, comme était en 1932 la solution Michelin. Elle était très astucieuse. Mais là, il faut quand même reconnaître que les pneus, ils souffraient quand même, hein. Se promener sur un rail qui fait 70 mm ou 60 mm de large, c'est pas la même chose que d'avoir une surface de contact de 35 cm. C'est bien évident. Le guidage interne par la roue, des batteries modernes pour l'autonomie, utiliser le matériel existant, alors le matériel existant ou l'adapter. Si on regarde par exemple les tramways, ils existent, il suffit de les adapter, avec des batteries, pneumatiques, etc. Peut-être un peu plus large, un peu mieux, mais ça existe. On ne réinvente pas l'eau chaude. S'affranchir en partie du relief, ça c'est extrêmement important. Réhabiliter les voies inexploitées, bien sûr, ou aisément en créer de nouvelles sur des courtes distances, bien sûr. S'il faut refaire une voie de 300 km, ça c'est un autre problème. Alors, quelles sont les perspectives de réalisation? Alors, en France, et là je vais être très direct, pour moi, aucune. Pourquoi? Il y a déjà le manque, la motivation de la SNCF. Mais, je souligne qu'il y a là aussi ses raisons. On ne fera pas rouler un TGV à 300 km/h sur pneumatique. Il suffit de voir déjà les difficultés pour les avions. Un avion, quand il touche le sol, il est aux alentours de 250 km/h quand les roues touchent, hein. C'est pas simple. Non, c'est pas notre objectif. Nous sommes beaucoup plus raisonnables que ça. Mais la SNCF est née, je dirais, du métal et du charbon, hein, il y a un siècle et demi, et ça se comprend parfaitement qu'on reste dans le métier, c'est-à-dire dans le métallique, qui a d'autres avantages et qui permet aussi de transporter des charges très lourdes. C'est pas le cas de notre projet APAC. Le transport est géré par les régions. Oui, mais les régions, si je regarde la région lyonnaise, qui a développé des réseaux de cars vraiment performants, ça va poser des problèmes. On retombe un peu dans l'ancien système des gouvernements français il y a 70 ans, où la France fabriquait tout, des avions, des bateaux, on faisait tout, quoi. Ça va créer des problèmes de concurrence interne. Ça, il faut le considérer, c'est pas être, je dirais, faire de mauvais esprit en disant ça. Non, c'est un constat, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Donc, à la concurrence aux autoroutes, mais c'est pareil. On a construit des tas d'autoroutes à péage, dont beaucoup sont privées.
c'est sûr que ça va poser des problèmes. Alors comment résoudre ça? La situation générale du pays. Oui, la situation générale du pays, elle est ce qu'elle est. Bon, va-t-elle s'améliorer? Bon, ça, je laisse le soin à chacun d'avoir son opinion là-dessus, et c'est pas notre sujet. Mais ça existe, il faut en tenir compte. Hein. Alors, les complications administratives. Nous sommes en France. Alors là aussi, on ne va pas épiloguer sur le sujet, hein, bien sûr. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'en France, personnellement, je n'y crois pas. En revanche, il y a certainement des possibilités à l'export. Sauf que s'il n'y a pas, pour une société française qui, je dirais, oserait se lancer un peu là-dedans, il faudra au moins qu'elle ait un démonstrateur. C'est pas évident, ça. Mais d'autres pays qui aimeraient se lancer dans un tel projet, qui à mon avis est totalement sans risque, hein, ni technique ni financier, quand même énorme, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Afrique, le Maghreb. Le Maghreb fait partie de l'Afrique, hein, quand même. Ce sont j'allais dire, des terrains libres. Alors personnellement, alors là je vais être politiquement incorrect, je suppose, je suis allé faire des conférences dans la grande université du sud de la Russie, donc il y a 2 ans et l'année dernière, où j'ai présenté ce projet APAC. Je peux vous dire que les oreilles étaient grandes ouvertes. Hein. Ça paraît stupide de dire, oui, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Oui, peut-être, mais ça ramène des idées, en particulier quand vous avez affaire à des élèves ingénieurs qui plus tard, vont dire, tiens, on pourrait peut-être revoir un peu ça. Donc vous voyez que l'intérêt qu'il y a, et l'Afrique à mon avis, mais c'est évident, le Moyen-Orient aussi, donc partout. Alors je reviens maintenant, et j'ai un peu terminé là-dessus, sur les voies dites vertes. Alors quand on parle de verte, c'est écolo. Vous savez qu'en France, tout doit être écolo aujourd'hui. Hein. Personnellement, j'ai une voiture ancienne diesel, 1995. J'ai peint le réservoir en vert avec des petites fleurs jaunes. Bon, le gasoil est devenu bio. Hein. Alors évidemment, c'est une grosse boutade, mais il y a un peu du vrai derrière ça. Bon, on a plus ou moins abordé déjà ça. Alors, les nombreuses voies secondaires et leurs ouvrages d'art n'ont été exploités que pendant, en gros, 70-80 ans, pas plus. Quand on voit dans le Massif central, pour ne parler que lui, mais c'est aussi vrai dans les Alpes, dans les Préalpes, des ouvrages d'art magnifiques, totalement magnifiques, qui aujourd'hui, que fait-on? Ils sont rien, ou ils sont transformés en voies vertes, ou alors pour faire du saut à l'élastique. Je trouve que c'est quand même malheureux, quoi. Tout ça, ça a coûté une fortune au pays, une fortune. Et puis, il n'y a pas que la construction, il y a l'entretien, les viaducs, tout ça, et il faut tous les je sais pas combien d'années, il faut quand même aller voir ce qui se passe, si ils répondent toujours à leurs besoins. Alors, moi, je suis tout à fait partisan, mais à 100% de l'activité physique, j'en fais toujours. C'est comme ça qu'on reste jeune depuis plus longtemps. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je trouve ça génial. La question qui se pose, c'est où sont les passagers et les marchandises qui étaient dans ces trains, de ces voies qui sont transformées en voies vertes. Moi, j'en ai une qui est pas loin de chez moi, à 2 km, même pas, que je pratique souvent pour aller me promener. C'est magnifique. On a donc le revêtement, c'est de l'enrobé, les tunnels sont éclairés, c'est vraiment super bien. Bon, il y a quand même des zones où c'est tout droit parce que les trains, ils évitent de prendre des virages, c'est tout droit, c'est pas... Bon, mais enfin bon, ça permet de faire de l'activité. Bon, très bien. Quel est le coût? Alors de cela, les premiers morceaux ont été ouverts il y a 3 ans, 4 ans. À l'époque, en gros, 1300 € du mètre linéaire. Aujourd'hui, suivant les endroits, c'est-à-dire s'il y a des viaducs, s'il faut refaire par exemple les parapets et toutes ces choses-là, je pense qu'on doit être aux alentours de 2000 € le mètre. Quand il s'agit de faire 1000 mètres, il suffit de multiplier. Pour quelle fréquentation? Je peux vous dire que l'hiver, il n'y a pas grand monde. L'été, oui, la période touristique, il y a un peu plus de monde. Mais enfin, c'est pas la foule. Alors,
C'est vrai que c'est séduisant, il y a beaucoup de gens qui se disent « mais oui, bah, c'est super, très bien ». Mais au point de vue économique, eh ben, aujourd'hui, ce sont des camions qui ravitaillent des villes de 20 000, 30 000 habitants, ou même moins. Et ces mêmes gens qui vont râler pour la pollution générée par les camions. Donc voilà, je laisse la réflexion à chacun. Alors bien sûr, tous les esprits chagrins qui vont se réveiller vont dire « oui, mais alors vous voulez supprimer nos voies vertes et puis mettre des projets APAC là-dessus ». Je laisse la réflexion ouverte. Il faut être honnête avec soi. Et puis voir l'intérêt commun et pas l'intérêt individuel. Et puis ça ne veut pas dire que si par exemple, je sais pas, dans un coin ou un autre, on décidait de mettre un projet APAC sur une voie verte, ben, on peut peut-être réfléchir un peu et puis dévier un peu la voie verte ou je ne sais quoi pour qu'on puisse continuer à marcher, à faire du vélo et pas à s'entraîner en vélo sur les voies vertes comme je le vois. Mais bon sang, il y a assez d'argent quand même alors j'ose pas dire qu'il se dépense n'importe comment, mais ça doit pouvoir se réfléchir et s'aménager. Faire de l'activité, prendre l'air, ça me paraît c'est absolument nécessaire. Mais l'activité économique, c'est aussi du progrès, c'est du progrès social, c'est de l'emploi, c'est tout ça. Il faut quand même le voir. Et c'est aussi des possibilités à l'export pour des grandes sociétés ou autres. Il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout. C'est ce que j'appelle l'analyse de la valeur. On ne s'arrête pas en route, on va jusqu'au bout du raisonnement. Voilà. Alors, la réflexion finale, dans une société moderne et de réel progrès, que demande l'usager? Mais un prix de billet attractif sans recourir à des subventions d'État, surtout pas. Des horaires adaptés à ses besoins, bien sûr. Fiabilité du matériel et du service rendu, ça va de soi. Hein. Le confort et la sécurité, absolument. Et puis l'élégance, le design, c'est sûr que quand on est sur la halte et qu'on voit arriver un ensemble APAC de 2 ou 3 éléments, ligne un peu TGV, avec des grandes fenêtres et tout, ça va être quand même super agréable. Hein. Et puis on ne l'entend pas arriver à 1 kilomètre de là. Hein. Donc pouvoir se déplacer librement et à moindre coût réel, ça me paraît quand même être un sacré progrès, en favorisant le développement rural, évidemment, et en respectant l'environnement, bien entendu. Donc, je considère, quant à moi, hein, mais je rappelle que ce n'est qu'une suggestion, une idée que j'avais développée il y a 6 ans. Hein. Ce développement du projet APAC, c'est pour moi un réel progrès économique et bien entendu social. Alors, les anciens ont montré la voie, ne réinventons pas l'eau chaude, et inutile, de réinventer l'eau chaude. Voilà, j'espère que ces 2 études vous auront plu, qu'elles amèneront à une certaine réflexion, parce que c'est aussi derrière ça de l'économie, c'est du progrès social, c'est de l'humanisme, c'est tout ça, hein, bien sûr. Hein. Je vous rappelle le petit document que vous trouvez toujours pour toutes les vidéos, accès gratuit pour tout, sur le site internet www.laplumedutemps.com. Réinventons le train autonome sur pneumatique, une solution performante et économique. Réhabilitons nos voies secondaires. Voilà, alors, donc, tous les pouces qui vont bien, évidemment, abonnez-vous, pensez-y, la petite cloche si vous voulez être informé des autres études. Si vous voulez nous aider, il y a Tipeee pour ça, même si c'est 5 €. Et puis, si vous voulez vous abonner, bien sûr, nous sponsoriser la chaîne, pas la chaîne, mais le site internet, oui, bien sûr, être annonceur sur le site internet, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, la prochaine étude que nous ferons, il y en aura 2, sera consacrée donc aux énergies renouvelables. Alors, c'est un ensemble, les énergies renouvelables, il y en aura au moins 5 ou 6 ou 7 études. Nous commencerons donc pour les 2 prochaines, par l'énergie électro-éolienne. Voilà. Et puis après, on passera au photovoltaïque, et puis après à d'autres. Voilà. Donc je vous souhaite bonne continuation, et puis bon vent, et puis n'oubliez pas de faire connaître la chaîne, c'est comme ça qu'elle va grandir. Merci beaucoup, et à bientôt.